Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Maman Tatouée. Je suis trop heureuse de vous partager ce nouveau format. J'espère qu'il va me permettre de publier du contenu plus régulièrement, mais aussi d'aborder avec plus de facilité des thématiques dont je veux vous parler mais que je trouve sensibles. Et justement, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va aborder la question des écrans, notamment des écrans lorsque l'on est parent. Je vous précise tout de suite, je suis en roue libre, j'ai pas de notes. Voilà, là, j'aimerais presque tourner l'épisode sans avoir de montage à faire. Donc, ne m'en voulez pas s'il y a des moments où j'hésite, etc., ou que je reformule, ou qu'il y a des maladresses. J'ai envie de me challenger aussi et d'être un peu moins dépendante de tout ce travail de montage pour publier du contenu. J'aimerais bien réussir à aussi partager des productions qui me prennent peu de temps finalement et à enregistrer, mais aussi à mettre en ligne. Donc voilà, c'est parti, je suis en roue libre. Je pense que la toute première chose que je dois vous dire, c'est vous parler un peu de ma position située. Je vais être très brève là-dessus parce que j'ai pas envie de m'étendre. Mais si vous ne le savez pas, je suis enseignante-chercheuse en sciences de la formation et de la communication et je suis notamment spécialisée dans les questions autour du numérique, des écrans et de l'audiovisuel, et de l'audiovisuel. Donc je pense être plutôt bien placée pour vous parler de ces questions-là, puisque j'ai vraiment une expertise à ce sujet. Il faut aussi savoir que dans mes travaux, je mobilise des approches en éducation à l'information et en éducation critique aux médias. Donc la question de la sensibilisation à ces questions auprès du grand public, mais aussi de prendre en considération l'enfance et l'adolescence dans ces thématiques, c'est quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur. Maintenant que je vous ai parlé un peu de ma position située, je pense qu'il me semble important de vous préciser tout de suite que le but de cet épisode de podcast, ça va pas être de vous faire de la sensibilisation au sujet de l'exposition aux écrans des enfants. C'est-à-dire que vous savez certainement que l'excès de télévision, l'excès de jeux vidéo, l'excès d'internet peut être délétère au bon développement des petits, mais aussi déjà des adolescents, des jeunes adultes, mais aussi des adultes, des parents, voire des grands-parents. Donc c'est quelque chose qui me semble être un allant de soi, une évidence, c'est presque enfoncer des portes ouvertes que de le dire. Et moi, j'ai envie de vous proposer un contenu où on va dépasser finalement ce constat, ce statu quo de la surexposition aux écrans. Au contraire, je crois qu'on vit dans des sociétés de l'information, qu'aujourd'hui on est entouré d'écrans. Il suffit de sortir dans la rue pour voir des écrans, que ce soit les personnes avec leur téléphone dehors, les télévisions en vitrine de magasins ou, je sais pas moi, même dans certains bars, il y a de la télévision qui va être diffusée. On est exposé aux écrans dans le cadre de l'école, dans le cadre du travail. Enfin, il faut vraiment avoir en tête que même pendant notre grossesse, le bébé est pas encore né que déjà, en fait, il est exposé aux écrans. Parce que nous, on les regarde, on les entend aussi, on entend le son qui en sort, mais aussi parce que lors des examens médicaux, on nous fait des échographies. Et des échographies, voilà, ça fonctionne avec le numérique et les écrans, etc. Donc ça me semble un mythe de se dire qu'on peut élever les enfants en dehors de la société de l'information. Ils en font pleinement partie, même avant d'être nés, même avant d'être sortis du corps de leurs parents. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'idée d'être lucide sur la situation sociétale dans laquelle nous sommes en France en 2022, au moment où je tourne ce podcast. Et j'aurais pas la prétention à parler d'ailleurs. J'essaye vraiment, voilà, de me centrer là sur mon expérience, à la fois en tant que professionnelle de la communication, de la recherche en communication, mais aussi en tant que parent vivant en banlieue parisienne à l'époque où nous sommes. Donc les enfants sont exposés aux écrans. Ok, c'est un fait. Maintenant, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de ce constat? Eh bien, tout d'abord, c'est poser un cadre favorable euh, pour regarder les écrans avec les enfants. C'est-à-dire que pour moi, c'est ok en fait de regarder des dessins animés à la maison avec mon bébé. Donc, pour rappel, si vous le savez pas, j'ai un bébé qui s'appelle Raphaël, qui est une petite fille et qui a 18 mois. Et donc, avec Raphaël, il nous arrive de regarder des dessins animés. Mais c'est pas dans n'importe quel cadre.
Nous, le choix qu'on a fait avec son père, c'est notamment de regarder les dessins animés uniquement les week-ends. Ou pendant les vacances. Donc, c'est-à-dire que pendant la semaine, quand il y a la crèche ou qu'on travaille, il n'y a pas de télévision, ni la journée ni le soir, avec la petite. Et nous, de toute façon, on regarde généralement un épisode de série le soir, mais c'est pas un ou deux, mais c'est pas tous les soirs. Donc, c'est quand la petite est déjà couchée. Donc, en fait, la petite déjà est pas exposée à la télévision durant la semaine. Et quand bien même on regarderait la télévision le week-end ou pendant les vacances, on regarde la télévision à des moments donnés. Ça peut être un temps calme en fait, tout simplement, un temps d'éveil ou un temps calme selon ce qu'on va regarder dans la matinée ou dans l'après-midi, mais ce sera jamais dépassé 17 heures. Voilà, ça c'est aussi une des règles qu'on a mis. On considère que le soir, voilà, les écrans c'est vraiment pas la priorité, voire même c'est pas la meilleure des idées quoi. Euh, on a aussi une autre règle qui est pas seulement quand est-ce qu'on va regarder la télévision, ni seulement qu'est-ce qu'on regarde à la télévision, puisque bien sûr on a choisi des programmes qui nous semblaient adaptés à l'âge de Raphaël, mais qu'on trouve aussi inclusifs. Donc on a éliminé beaucoup de dessins animés qu'on trouve beaucoup trop sexistes ou qu'on trouve limite racistes. Donc ça c'est voilà, hein, chacun après sa sensibilité, chacun ses limites. Nous on préfère axer Raphaël sur du contenu qu'on va trouver plus pédagogique. Et ça va vous amuser, mais par exemple, c'est pas tant qu'on va regarder des épisodes de Pokémon avec Raphaël, on va plutôt regarder des petits documentaires sur les poussins et les poules et la ferme et ce genre de choses. Ce qui, pour moi, est soit du contenu qui est très proche du réel, le documentaire, qui va nous apporter des informations. En plus, Raphaël est fasciné par les animaux, donc ça marche très bien. Soit on va partir sur certains programmes, effectivement, dessins animés, mais qu'on va trouver plutôt, comme je vous disais, inclusif. Donc, je vous ai parlé de quand est-ce qu'on regarde les contenus? Je vous ai parlé de quel type de contenu on regarde avec Raphaël. Et l'autre truc, c'est dans quelles conditions on regarde ces contenus. Donc, pour nous, il est important que ce soit un moment de famille. C'est-à-dire que la télévision ou les écrans, hein, ça nous arrive de regarder une vidéo sur le smartphone, ça va être un moment de partage ensemble. C'est-à-dire qu'on est avec Raphaël à ce moment-là. C'est pas un contenu qu'on va lancer dans une pièce, on va laisser l'enfant dans cette pièce avec le contenu et nous, on va s'éloigner, faire autre chose. Alors je dis pas qu'on peut pas en profiter pour faire un biberon, le temps que le biberon il soit fait, on revient, on donne le biberon devant le dessin animé. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent nous arriver, mais en fait on est dans la pièce, nous notre salon il est ouvert sur la cuisine. Donc on est dans la pièce, on est avec l'enfant et on est sur le canapé avec l'enfant. Ce qui permet d'une part de vérifier que le contenu regardé est adéquat à l'enfant, ce qui permet aussi de répondre à ses interrogations ou à ses émotions qui peuvent être déclenchées par le visionnage du contenu. C'est déjà arrivé à Raphaël d'avoir peur en voyant certains animaux dans le documentaire. Donc elle le dit, elle le signe, elle tape sur son petit cœur avec sa main en disant pas maman, pas. Et donc je lui dis mais t'as peur chérie et tout. Et puis on discute, du coup on peut entamer un échange sur cette émotion qui est arrivée en voyant par exemple des loups en train d'hurler à la lune. Bon, ça me semble vraiment très important, l'idée que la télévision n'est pas une babysitter. La télévision est une activité culturelle au même titre que lire un livre, que d'emmener son enfant au musée, que de faire de la musique ou que d'aller au parc. Pour moi, si on fait que de la musique, si on fait que du musée ou si on fait que du parc, ça peut aussi avoir des conséquences néfastes sur le développement de l'enfant. Je crois que c'est comme tout, c'est une question de dosage, de cadre, de contexte et de l'intention qu'on y met. Et comme je vous le disais, la télévision, pour moi, c'est une activité culturelle au même titre que les autres. Je la trouve ni supérieure ni inférieure. Je trouve pas que regarder YouTube, ce soit moins, comment dire, de la culture, un acte de culture que d'aller au musée. Voilà. Après, vous avez peut-être un autre système de valeurs que le mien. Moi, je considère que les cultures populaires sont tout aussi valables que les cultures plus élitistes. Et en plus, pour moi, la télévision n'est pas qu'un média de la culture populaire, puisqu'on y trouve aussi des contenus clairement qui sont destinés à des intellectuels. Voilà, je pense à certaines chaînes.
vous connaissez Arte, vous savez qu'il y a beaucoup de documents d'information, que on s'adresse à des publics, alors soit des intellectuels, soit on fait venir des intellectuels pour vulgariser, etc. Donc je crois vraiment que la télévision, c'est pas juste du contenu abrutissant. Voilà, ça c'est quelque chose qui me semble très important. Et ce qui me semble aussi très important de préciser, c'est que pour moi, il n'y a pas de contenu abrutissant. Ce qui est abrutissant, c'est par exemple, voilà, regarder les anges de la télé-réalité, en soi, c'est pas abrutissant pour moi. Ça peut l'être, par contre, si on regarde que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si on n'est que dans ce cercle-là, que dans ces contenus-là, là, effectivement, on se retrouve dans un biais, une bulle de filtre, où on s'enferme dans une vision du monde, qui, en plus, la vision du monde qui était défendue par les anges de la télé-réalité ou par les Marseillais, c'est pas nécessairement les visions du monde avec lesquelles moi j'adhère le plus, hein, entre nous, mais je comprends qu'elles existent et je comprends aussi pourquoi il y a ces contenus. Mais bon, on pourra en discuter plus en avant. Mais juste pour conclure sur le sujet de la télé-réalité, pour moi, c'est le problème, c'est surtout l'heure de diffusion de ce type de contenu. Pour moi, c'est du contenu qui devrait être diffusé à la télévision après 22 ou 23 heures et certainement pas à l'heure du goûter. Parce que lorsqu'on diffuse du contenu à l'heure du goûter, c'est qu'on veut capter, séduire l'attention des enfants, des adolescents, ce que je trouve vraiment vicieux comme move. Voilà, pour le dire directement entre nous. Donc la télé-réalité, si on la regarde dans un cadre avec une distance critique et en ayant d'autres sources d'information et d'autres sources de divertissement, pour moi, ce n'est pas un problème. Voilà, je pense que maintenant vous voyez un peu plus. C'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est pas grave, vous savez que je suis en roue libre, donc je fais aussi un peu au fil de l'eau. Donc maintenant que je vous ai parlé un peu de ça, de comment est-ce que nous, on gère les écrans avec notre enfant, il me semble aussi très important de signaler que les écrans, ok, il y a la télévision, mais il y a aussi le téléphone portable. Et c'est vrai que, je ne sais pas vous, hein, mais nous à la maison, le smartphone, c'est quelque chose qui est quand même très présent. On s'en sert pour mettre de la musique. Dès qu'on se pose une question, on va aller sur un moteur de recherche pour y trouver la réponse parce que, voilà, on est curieux. Alors, on a des bouquins à la maison, mais on n'a pas non plus une encyclopédie papier comme ce qu'on peut trouver sur Wikipédia, vu la place et le prix que ça coûte. Mais vous voyez l'idée. Donc le smartphone, c'est quelque chose, c'est un réflexe, ça fait partie de nos quotidiens. On s'en sert tous les jours. On s'en sert aussi dans le cadre du travail. Dans le cadre de la gestion de la vie courante, ah bah tiens, là il faut faire le prochain vaccin de la petite, hop, je vais prendre mon smartphone, je vais prendre rendez-vous avec Doctolib. Et donc ça, l'enfant le voit. L'enfant, il voit qu'on est constamment avec le téléphone, donc il va montrer de l'intérêt en fait pour le smartphone. Et notre fille, elle montre beaucoup plus d'intérêt finalement pour le smartphone que pour la télévision. Donc elle nous demande de temps en temps, hein, elle nous montre qu'elle veut regarder les dessins animés. Si c'est dans les horaires et le cadre qu'on a convenu, on lui dit oui. Sinon, on lui dit bah non, bah là il est trop tard pour regarder la télé, on va faire autre chose. Tu peux choisir un livre, on va lire un livre. Et puis on bascule l'enfant sur une autre activité. Mais le smartphone c'est plus compliqué parce qu'il est vraiment tout le temps là et il est souvent à portée de main. Donc ce qu'on s'était dit avec Pierre, c'était qu'on allait avoir des pièces dans la maison sans smartphone. Notamment la chambre de la petite, qui est aussi, surtout pour l'instant, son espace de jeu. Donc, excusez-moi, j'ai dû couper, j'ai été interrompue. Je vous disais, dans la chambre de la petite, on s'était dit, voilà, là, ça va être un espace sans smartphone, par exemple. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu plus difficile de fonctionner comme ça que ce qu'on pensait. Et j'ai réfléchi à d'autres solutions, Pierre également. Et en fait, moi, j'en suis venue à l'idée de réduire les notifications déjà de mon smartphone. Alors ça, c'est un besoin que j'avais vraiment ressenti à partir du moment aussi où je suis devenue mère, c'est d'être beaucoup moins sollicitée par les technologies parce que j'étais déjà extrêmement sollicitée par mon bébé, ce qui est d'autant plus le cas dès qu'on allaite, qu'on fait du cododo, etc. Il y a vraiment beaucoup de sollicitations physiques et psychologiques. Et donc, je me sentais pas, en plus, je souffrais même d'avoir autant de sollicitations numériques, que ce soit pour le travail ou pour des sociabilités sur Instagram, par exemple. Et les mails, etc. Et donc, j'avais déjà commencé à prendre de la distance par rapport à ça. Et très vite, j'en suis venue à faire des coupures avec Instagram, ce qui m'a permis, en fait, de passer moins de temps simplement sur mon téléphone. Puisque Instagram, en réalité,
au-delà du fait que bon, je postais pas énormément sur Instagram, mais on fait régulièrement des stories, on regarde les stories des autres, on swipe, on regarde des photos, on scroll, on met des likes, on met des commentaires, on s'envoie des petits messages à ses copines et ses copains et des inconnus ou des copains en ligne, etc. Et ce qui fait qu'on y passe un temps fou. Et je me retrouvais plus en fait dans cette sursollicitation parce qu'en soi moi Instagram c'est une plateforme que j'aime toujours. Alors on pourrait en parler, hein, il y a des choses à critiquer très largement. J'ai mené plusieurs terrains de recherche sur cette application, donc en plus j'aurai de la matière si vous voulez qu'on en parle. Mais vraiment Instagram, c'est trop de sollicitations. Trop de sollicitations. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire des coupures avec Instagram. Là, j'ai coupé Instagram pour les vacances d'été. Je vous tourne ce podcast, on est à la fin septembre 2022. Et c'est vrai que bah, ça me manque pas en fait, parce que ça me réoxygène de plus avoir toutes ces sollicitations et toute cette énergie qui passe finalement dans de l'attention accordée au contenu Instagram. Instagram, pardon, c'est vrai qu'il faudrait le dire comme ça, Instagram. Je le dis à la franchouillard, Instagram. Et ce que je voulais vous dire, c'est que bah, plutôt que de me dire, ok, il y a certains endroits où il faut pas le smartphone, mais c'est de pas me prendre la tête sur ces trucs-là, mais par contre de repositionner mon utilisation du smartphone. Donc j'ai viré Instagram. Alors bon, j'avais pas Facebook, donc ça n'a rien changé. J'ai pas Twitter, donc ça change pas. YouTube, de toute façon, je l'ai sur le smartphone pour regarder des vidéos, mais voilà, je m'en mets beaucoup en podcast, donc ça j'allais le garder parce que ça me sert. Excusez-moi, petite toux. Je sais pas vous, mais j'ai chopé le rhume de la rentrée qui a circulé à la crèche et j'ai un peu du mal à m'en débarrasser. Donc je tousse un peu. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai enlevé les emails de mon téléphone parce que je recevais beaucoup d'emails pour le travail. Et en fait, bah, vu qu'on a les notifications, etc., on est sollicité par le téléphone pour regarder le téléphone. Et quand bien même on enlève les notifications, on va être tenté d'aller ouvrir l'application pour la regarder. Et c'est vrai que je voulais réduire ça, ces automatismes, à régulièrement prendre le téléphone juste pour vérifier si j'avais eu des messages ou pas, parce que vu que j'avais plus les notifications, et ben je savais pas. Donc d'aller vérifier. Et ben en supprimant les applications, ça m'a vraiment permis, je trouve, de prendre du recul par rapport au téléphone et d'en faire un objet moins indispensable finalement dans le quotidien, même si il faut le reconnaître, c'est très très pratique le smartphone. De toute façon, il faut savoir que les technologies numériques, que ce soit Amazon, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit Netflix, que ce soit nos smartphones, si on s'en sert autant, c'est justement parce qu'elle nous semble pratique. Donc vous avez des chercheurs qui s'appellent Lucien Perticose et Catherine Desinge qui ont montré ça par rapport à Netflix notamment, qui ont montré que bah malgré toutes les choses qui sont problématiques avec ces dispositifs numériques, eh ben on y va quand même et on s'en sert quand même parce que entre nous, bah ça reste bien pratique, quoi. Et moi-même, vous voyez, je suis prise dans ça, hein, tout en étant chercheuse sur ces questions et en connaissant tout ça. Eh ben c'est pas parce qu'on sait les choses qu'on est forcément complètement déconstruit et voilà. Mais en attendant, j'y travaille. Ça fait plusieurs années que je travaille à mon rapport aux technologies numériques et que j'essaye de repositionner les choses. Donc ça a commencé il y a quelques années en quittant Facebook et puis progressivement voilà bah, là où j'en suis aujourd'hui c'est que je me déconnecte de plus en plus des réseaux sociaux en ligne notamment et que j'essaye de réduire les applications sur le smartphone, d'enlever au maximum les notifications et finalement de redonner à mon téléphone une place de téléphone et d'agenda moins que d'un ordinateur. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ce qui nous amène finalement au troisième point dont je voulais vous parler. Donc, puisqu'on a parlé, bon, c'est pas important, je vais pas vous redire. Vous êtes en train d'écouter l'épisode, vous savez de quoi on vient de parler. Mais voilà, le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est la question qui est abordée, hein, mais vraiment je trouve pas assez. C'est vraiment la question de l'exposition des enfants sur les écrans.
Non, pardon, je reprends, pas de l'exposition. C'est la question de la médiatisation des enfants sur les écrans. C'est ça qui me semble être super important et qui est notamment un point, je pense, dont vous n'entendez pas assez parler, parce que moi-même, je n'en entends pas assez parler. Et pourtant, qu'est-ce que ça me travaille, cette histoire? C'est la question de ok, il y a des enfants stars qui tournent dans des films, qui font déjà de la publicité des tout petits, etc. Ce sont des enfants dans le cadre d'une activité professionnelle qui est généralement réglementée fermement, en tout cas en France, ainsi qu'aux États-Unis, il me semble. Mais on va rester sur le contexte de la France. Donc on peut pas faire travailler les mineurs n'importe comment ou faire n'importe quoi avec l'image des mineurs. Néanmoins, malgré ce cadre légal et tout, moi j'ai déjà vu quelques dérives, on pourrait en rediscuter ensemble si vous en avez envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là où j'aimerais insister, c'est non pas sur ces enfants stars qui sont médiatisés, c'est sur les enfants du quotidien qui sont médiatisés. Ce sont tous les parents, dont je fais aussi partie bien sûr, hein. D'accord? Attention, je suis là pour juger personne, moi. Je vous partage mes réflexions sur tout ça et potentiellement des solutions que je peux voir. Mais vos solutions et vos avis sont tout autant les bienvenus, ils sont tout autant légitimes que les miennes. Donc, ce que je vous disais, c'est que ces enfants du quotidien, on va le prendre autrement. Ouvrez votre compte Instagram et regardez le nombre de personnes qui partagent des photos de leurs enfants. Voilà, des photos, des vidéos de leurs enfants. Regardez le nombre de chaînes YouTube autour de la parentalité. Regardez le nombre d'enfants qui sont médiatisés sur les réseaux sociaux numériques sans avoir aucun recul sur ces questions. Déjà parce que vous savez que le consentement en France, en tout cas le consentement sexuel, il a été mis à 15 ans. Donc la question du consentement de l'image, est-ce qu'il faudrait pas aussi le mettre à 15 ans? Est-ce que c'est OK de prendre des photos de ses enfants et puis de les mettre à disposition sur les GAFAM? Déjà, ça c'est une première chose, qui vont venir récolter des données sensibles à notre sujet, qui peuvent conserver ces images. Enfin, il faut quand même le savoir, le nombre d'enfants qui deviennent des gifs, qui deviennent des mèmes, des enfants parfois en train de pleurer parce qu'ils sont en train de souffrir, parce qu'ils sont tombés. Alors vous allez peut-être vous dire, oh là là, et tout, qu'est-ce qu'elle est sensible, cette maman tatouée, ça va, tranquille. Mais moi, ça me semble vraiment important. Ça me semble vraiment important et ça m'interpelle. C'est pour ça que je vous en parle. Et puis surtout, le fait que ces visages d'enfants, ils soient jamais... Ces corps d'enfants, parce que parfois c'est aussi des enfants qui sont nus, sont des enfants en maillot de bain, avec tout ce qu'on sait sur la pédocriminalité, la cyberpédocriminalité, mais moi je vous jure que ça me fout froid dans le dos de voir tous ces parents qui partagent des photos en toute innocence et parce qu'ils sont fiers de leurs enfants et je les comprends tellement. Moi aussi j'adorerais mettre des photos de Raph à poil en train de courir dans le jardin. Enfin, bien sûr, je l'adore, elle est à croquer, elle est trop belle, mais je la protège aussi parce que je sais très bien qu'il y a des prédateurs en ligne et qui n'attendent que ça des parents naïfs et amoureux de leurs enfants pour mettre en ligne du contenu à leur sujet qui peut être détourné à des fins mais malveillantes. Voilà, dans le cadre de mon travail, vous n'imaginez pas les choses que j'ai pu voir. Et je vous en parlerai pas dans ce podcast parce que je suis pas là pour faire du sensationnalisme. Je pense que vous connaissez mon positionnement sur ces questions. Mais vraiment, j'ai vu des choses vous n'imaginez pas. Il faut être extrêmement prudent avec l'image de nos enfants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est l'idée que, moi en tout cas, mon positionnement, et je dis pas que j'ai pas fait des ratés, hein, mais ça a été... Quitte à mettre du contenu où je parlais de ma parentalité, ok, moi si j'ai envie de m'exposer, c'est une chose. Par contre, ce que je dois au moins à mon enfant, c'est de flouter son visage. C'est au moins ça que je lui dois. Et plus j'avance en fait dans ma parentalité, moins j'ai envie aussi d'exposer Raphaël en vidéo et en photo, que ce soit sur Instagram et sur YouTube. Alors bien entendu, vous verrez toujours ma fille dans les vidéos parce que j'ai une chaîne sur la parentalité. Néanmoins, voilà, je pense que je vais faire beaucoup moins de vidéos où on la voit. Donc ça, c'est alors il y a beaucoup de vidéos où on la voyait pas, mais il y a pas mal de vidéos aussi où on la voit, même si elle est floutée. Et ça me semble vraiment quelque chose d'important, c'est que plus elle grandit, moins j'ai envie qu'elle soit exposée, moins j'ai envie qu'elle soit reconnaissable. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important. Et puis, cette question du consentement qui est systématiquement bafouée pour les enfants. On ne leur demande jamais leur avis, au sujet de leur image. Et ça, c'est vraiment quelque chose, qui me questionne et qui m'alerte. Et je me dis que
pour beaucoup de parents, en fait, si ils avaient en tête les dangers de la médiatisation de leurs enfants en ligne, beaucoup le feraient moins ou prendraient des mesures pour éviter que ça n'arrive. Et c'est pas, comment dire, vous dites peut-être, ah mais bon, moi j'ai que 50 abonnés sur Instagram, c'est que des proches, même si mon compte il est en public et tout. J'entends bien, même s'il était en privé, en fait, on reste sur un GAFAM, il faut avoir ça en tête. Quand on envoie des photos personnelles de ses enfants, ou même de soi, en passant par WhatsApp ou par Snapchat, etc., on est sur des GAFAM. On ne sait pas ce qu'il advient de ces données numériques. Alors, bien entendu, il semble très important de nuancer ça tout de suite et de rappeler que pour stocker des données numériques, il faut des serveurs et que ces serveurs de stockage, ils coûtent extrêmement cher. Donc les GAFAM ne gardent pas toutes nos données, ça c'est sûr et certain. Ils en gardent, ils en traitent certaines. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand même, mais on ne sait pas quoi. En fait, c'est complètement opaque pour nous, tout ça, comment ça fonctionne. Donc j'avais envie de faire cet épisode de podcast pour vous dire, ok, c'est important la question de l'exposition aux écrans et aux technologies numériques, mais c'est aussi important qu'on réfléchisse à comment nous on médiatise nos enfants, comment nous on utilise ces technologies numériques, parce que la pomme elle tombe pas loin du pommier. Vous connaissez cette expression, et il y a pas longtemps j'ai éclaté de rire parce que ma fille a dit beaucoup ouais maman, ouais. Elle dit oui aussi, hein, mais elle dit ouais. Et la dernière fois, quand elle s'est mise à faire ça, son père, il lui fait, dis donc, tu dis ouais, mais comment tu parles, quoi? Genre, qu'est-ce que c'est que ce langage? Et je lui ai répondu, bah, comme papa et maman. Et ça nous a fait rire. Mais c'est vrai, on peut pas s'attendre à avoir un comportement dans le quotidien qui se répète devant nos enfants et croire en fait que ils vont pas le reproduire. Un enfant, il grandit, il apprend en nous imitant. Un enfant qui nous voit fumer tous les jours, et je dis ça sans aucun jugement, d'accord? Un enfant qui nous voit fumer des cigarettes tous les jours, il a beaucoup plus de chances d'être fumeur, ne serait-ce que parce qu'il nous voit faire une action de manière répétée dans le quotidien. C'est aussi simple que ça. Et si votre enfant, il vous voit toute la journée sur le smartphone, pour moi, c'est incompatible derrière de lui reprocher d'avoir de l'intérêt pour le smartphone ou de vouloir un smartphone. Ça me semble mais complètement hypocrite. C'est comme manger du McDo devant son enfant et lui dire bah non, McDo c'est pas bon pour la santé, t'en mangeras pas. Oui, mais toi papa, toi maman, tu manges McDo là devant moi. Comment ça j'ai pas le droit de toucher le téléphone? Toi t'es tout le temps sur le téléphone papa. T'es tout le temps sur le téléphone maman. Donc et puis après la question de l'image, comment ça je peux pas envoyer des photos de moi tout nu à des inconnus sur internet? Attends, depuis que j'ai 6 mois, tu me fous à poil sur Instagram. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Donc bon. Je pense que je pourrais en parler encore longtemps. En même temps, à mon avis, je vais me mettre à tourner en rond là sur la thématique si je continue davantage. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive les échanges en commentaire. Si vous avez envie de me faire un retour, je serais trop contente qu'on échange ensemble. Et puis, n'hésitez pas à me dire s'il y a des axes que vous voulez que j'approfondisse, si vous avez des épisodes de podcast que vous aimeriez que j'enregistre. Et je ferai ça, très bientôt. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir passé ce temps aujourd'hui sur YouTube avec moi. Et je vous embrasse.